Voici les clés de la nouvelle Cupra Leon. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vlog Cars Passion. Moi c'est Flo et on va faire ensemble bien sûr le tour du propriétaire. Est-ce qu'elle vous plaît cette nouvelle Leon entre guillemets, puisqu'il s'agit finalement d'une version restylée. On fera bien sûr un tour ensemble des options et des tarifs de cette nouvelle Leon. Plus petite et motorisation 150 chevaux sur cette petite Golf espagnole. C'est parti. Les amis, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire, des modifications sur ce restylage, ce facelift de cette nouvelle Cupra Leon. On commence par les clés. Elles n'ont pas changé, des clés en plastique laqué noir et un peu de chrome ou du plastique chromé. Alors ce qui change, et vous le voyez sous vos yeux, c'est la face avant avec ses nouveaux optiques, avec ses 3 points, full LED de série et Matrix LED en option. Une face avant qui change radicalement avec les premières générations. Alors en tout cas, moi je suis pas très fan. Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur ce changement. Je pense qu'on va s'habituer avec le temps et vous avez été à peu près 53% dans les commentaires à choisir, à préférer plutôt la Cupra Leon plutôt que le Cupra Formentor qu'on essaiera aussi bien sûr sur la chaîne et qui existe déjà sur la version restylée PHEV. On est sur une motorisation 150 chevaux, ITSI, 1,5 litre, 4 cylindres s'il vous plaît. Et moi ce que j'aime bien c'est l'arrière. L'arrière clairement a légèrement été modifié par rapport à l'ancienne génération. Par rapport à la phase 1, on a des nouveaux optiques de phare ici en 3D, c'est plutôt joli. On a bien sûr ce petit bandeau lumineux qui parcourt le haillon avec en son centre le logo Cupra rétro-éclairé, le côté un peu technologique. Dites-moi si vous aimez ou pas le fait d'avoir un logo constructeur éclairé uniquement sur la partie arrière. Le lettrage Cupra en bronze, signe distinctif de la marque ibérique, c'est que vous avez pas mal de petites notes de bronze un peu partout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vous voyez quand même, l'arrière est assez sportif malgré le fait qu'on ne soit pas du tout sur une motorisation sportive. On a un diffuseur ici en couleur gris craie. Je vous dirai exactement les options que compose cette Cupra Leon dans quelques instants, mais vous voyez qu'il y a quand même un bon dynamisme sur le design. On aime, on n'aime pas, mais c'est vrai que si on doit la comparer avec la Golf restylée, elle aussi, il y a quelques mois, on est sur une philosophie sportive, contrairement à la Golf. Si vous voulez tout savoir sur les prix, il faut savoir que cette nouvelle Cupra Leon voit ses tarifs débuter autour des 39 800, 900 €, on va arrondir à 40 000, dans cette finition et cette motorisation TSI 150 chevaux. On continue l'aventure à bord de cette Cupra Leon sur les très belles routes de la région en Italie, en Toscane, et nous allons continuer l'aventure toujours au volant de cette Cupra. Allez, je vous propose de prendre le volant et de voir un petit peu les points consommation et le comportement routier, et on fera un peu l'intérieur juste après. Bon les amis, tout va bien, je vous rassure. On est dans un hangar assez particulier comme endroit puisque nous sommes dans un hangar qui fait office de dépôt de sel. L'idée c'était de voir un petit peu l'éclairage d'ambiance extérieure, plutôt l'éclairage des feux avant et arrière. Donc signature lumineuse particulière pour cette nouvelle Cupra Leon. Donc si on s'approche de près, vous voyez l'éclairage ici Matrix LED avec ces 3 points de LED en forme de V. Ça c'est particulier. Et regardez à l'arrière, vous avez cet éclairage qui en jette pas mal, beaucoup plus qu'une Golf par exemple. Alors, regardez, si vous ouvrez aussi la portière, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de bruit, vous avez un éclairage d'ambiance aussi de nuit qui est plutôt assez sympathique, comme la Leon de première génération. Ah, si vous le voyez ici, le logo il est juste là. Regardez, il apparaît ici. Voilà, le logo Cupra. Voilà, c'était le petit clin d'œil sur l'éclairage et la signature lumineuse de cette nouvelle Cupra Leon. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Voilà, nous voilà à l'intérieur, démarrage du moteur.
un moteur assez discret. On va voir si c'est aussi le cas en roulant. On va donc tester les différents modes de conduite. Alors les différents modes de conduite, on va pas trop non plus s'exciter parce qu'il n'y a que 3 modes de conduite. Vous avez le mode confort, le mode performance pour exploiter les 150 chevaux et les 250 Nm de couple. Il faut savoir que pour l'exercice du 0 à 100, on vérifiera dans quelques instants, on est autour des 8,7 secondes pour atteindre les 100 km/h et une vitesse max de 215 km/h. Donc c'est mieux que le Cupra Formentor qui lui abaisse la vitesse max à 205 km/h et fait l'exercice du 0 à 100 en 9 secondes. Donc c'est un peu mieux pour la Leon. Et puis vous avez le mode individuel. Et bien regardez, ici vous pouvez régler je crois sur 14 ou 15 niveaux la dureté de suspension. Nous on s'est mis en mode confort pour apprécier finalement le confort ou pas de cette Cupra Leon. Allez, on va faire une petite accélération et on va se mettre en mode sport. Alors vous êtes prêts? Performance et on va voir tout ça. Écoutez, on va se calmer à bord, on va enlever la boîte sport et on n'est clairement pas dans une motorisation sportive. Je vous rappelle, on est sur la plus petite des motorisations essence, 150 chevaux. Donc on va voir un petit peu le point sur les consommations, parce que là ce ne sont pas du tout les vraies consommations, on est à 13 litres. Autant vous dire qu'on va vite abaisser ces consommations. Je pense qu'on va tourner autour des 6 litres, 7 litres au 100, mais ça on va les vérifier tout à l'heure. Là, ce que je vais vérifier dans quelques instants, c'est le comportement routier, le confort, l'insonorisation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a 3 modes de conduite. C'est pas non plus la grande folie, on n'a pas de mode éco, donc, parce que c'est mon mode préféré pour vous faire mes retours de consommation et d'autonomie. Donc je vais mettre en mode confort. Alors c'est pas pratique parce que c'est sur l'écran, mais quand même ils ont pensé à mettre un raccourci ici sur le bouton à ma gauche. Et là je sélectionne, là je suis en mode performance et confort. Voilà, donc ça va jouer principalement sur les suspensions, parce que je vous rappelle qu'on a la suspension pilotée, donc on triche un peu en termes de comportement routier. Vous allez voir que, comme on a pu le voir dans le gros Volkswagen, que ce soit sur le Tiguan, la Passat ou la Skoda Superb que vous avez pu déjà voir sur la chaîne, ça transfigure le comportement routier. Donc c'est un châssis un peu, entre guillemets, aux petits oignons, malgré une motorisation qui n'est pas vraiment sportive. Vous avez pu voir tout à l'heure sur les accélérations, on est sur un petit 0 à 100 en moins de 9 secondes, mais c'est vraiment pas la philosophie. Mais c'est vrai que sur les petits virages, les routes sinueuses ici de cette très belle région italienne, en Toscane, on peut se faire plaisir malgré une route assez dégradée. On a quand même un bon petit confort malgré les jantes de 19 pouces. Donc ça c'est la première surprise. Mais voilà, il faudra cocher dans les options la suspension pilotée DCC. Alors en termes de direction, pareil, la direction elle joue aussi sur le mode sport ou mode confort, une direction plus dure, plus consistante sur le mode sport. Le mode confort va jouer un peu plus sur le confort de la suspension, le confort de direction, donc une voiture qui va un peu plus s'écraser en virage, mais rien de dramatique. En termes d'accélération, si je me mets en mode sport, bien sûr, hop, on va voir si elle gère bien. Il y a un petit temps de latence, il faut une demi-seconde de réaction. Sans ça, vous avez les palettes au volant. Alors, elles sont en plastique, dommage, mais bon, ça on est habitué, même sur une Audi A3, elles sont en plastique. Donc ça, on est habitué chez le gros Volkswagen. Et puis là, en termes de comportement routier, là, je hausse un peu le rythme. Et là, alors par contre, là, les routes italiennes, c'est pas possible. on est vite frustré sur ces routes parce qu'elles sont bien sinueuses avec un tracé assez joli. Là, je refais une petite relance parce que c'est vrai que voilà, on est quand même au volant d'une Cupra Leon, un esprit sportif, le côté espagnol, le côté pimenté. Bon, ça secoue, hein. Mon passager ou ma passagère n'est pas très contente, donc je vais ralentir, me mettre en mode confort, et puis ça fait clairement le taf. Au niveau des consommations, bon, chose intéressante, c'est que ce moteur, je le connais presque par cœur. Pourquoi ? On l'a eu sur le Tiguan qui est quasiment 200 kg plus lourd. Il faut rappeler que le poids
de cette Cupra Leon est de 1441 kg. C'est un poids contenu clairement par rapport à la catégorie, c'est pas non plus un poids ultra léger, mais c'est un poids qui va permettre de rendre un châssis assez dynamique, hein. Il faut le préciser aussi, sur ce facelift, le châssis a été revu et modifié. Donc clairement, ça tient le pavé, on pourra quand même se faire plaisir sur des petites routes sinueuses, bien sûr dans la limite du raisonnable et dans la limitation des vitesses autorisées. Et là, en termes de consommation, avec une conduite purement mixte et entre montagne, accélération, relance, 6,4 litres au 100, je suis même descendu à 5,8 litres au 100 en conduite vraiment cool, avec une autonomie où là j'ai du mal à l'estimer, mais avec les valeurs que je vous donne, on est plutôt autour des 750-800 km maximum si vous constatez vos consommations autour des 5,5, 5,8. Voilà. Vous savez tout sur donc les consommations, le comportement routier, donc franchement un peu plus incisif qu'une Golf. On peut prendre du plaisir avec cette petite motorisation 150 chevaux. Je vous ai peut-être pas parlé du couple, 250 Nm. Il faudra aller les chercher haut dans les tours, c'est-à-dire autour des 3500 tours. Là, on commence à avoir la puissance et le couple disponible. Donc, ce qui va avoir un effet un peu négatif, c'est une sonorité du moteur 4 cylindres qui n'est pas forcément ultra plaisante à écouter. Regardez. Et autre point négatif que j'ai oublié aussi de vous citer, c'est le freinage. En fait, on a un freinage, l'impression d'avoir un freinage en deux temps. Un premier temps où j'ai l'impression que c'est la partie mild hybride qui vient récupérer un peu d'énergie. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai que le feeling, malgré une pression constante sur la pédale de frein, vous avez deux paliers de freinage qui est assez dérangeant, surtout pour ma passagère qui parfois je vois avoir quelques à-coups. Donc ça c'est un petit peu dérangeant, mais sans ça, sinon voilà, un comportement routier vraiment, je le répète, très correct pour la catégorie, voire sportif pour ceux qui veulent se faire un petit peu plaisir au volant d'une compacte. Alors, petite caméra de recul, on va dire de qualité correcte, on n'est pas sur de la HD, ça permet de voir assez correctement ce qui se passe derrière la voiture. Petite accélération. Bon, là, pas se mentir, c'est assez réactif, on va dire jusqu'à 80-90 km/h, honnêtement on a quand même des bonnes accélérations. Là où ça se gâte, c'est voilà, à partir du moment où vous dépassez les 110 km/h, vous avez besoin de relance. C'est pas forcément sa tasse de thé, mais bon, ça reste correct. Allez, nouvelle relance, montée, et je ne suis pas mis en boîte sport, mais en boîte normale, allez, pied dedans. Bah, écoutez, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis assez surpris parce que bon, malgré le fait que ce soit une traction donc, où toute la puissance est transmise aux roues avant, on sent sur sol sec ça va, il n'y a pas de perte de motricité. Je pense qu'il peut y avoir quelques remontées de couple et un peu de patinage sur route mouillée, mais en vrai là je chipote. Je suis assez surpris et finalement les 250 Nm de couple est assez présent des bas régimes, alors pas comme un diesel, mais en tout cas là ça fait clairement le taf. Donc je retire ce que j'ai dit sur le fait que les relances étaient un peu longues. Là en tout cas la boîte DG7 a très bien réagi. Alors on va faire un dernier point sur les consommations de ce moteur. ITSI 150 chevaux. Alors accrochez-vous bien sur les différentes aides à la conduite, le statut, niveau d'huile, c'est pas ça que je veux, c'est les données de conduite. 6,2 litres au 100 km, ce qui est vraiment correct pour un moteur essence. Il n'y a pas d'hybridation rechargeable, enfin c'est pas un hybride rechargeable, donc on n'a pas l'apport de batterie supplémentaire pour réduire les consommations. Et franchement par rapport à un diesel, on est sûrement 1 litre de plus, ce qui n'est pas non plus énorme. Dernière consommation, les derniers relevés, 6,7. Il faut savoir que la voiture, je pense, n'a pas forcément été conduite avec un souci d'éco-conduite, pardon. Et puis depuis le ravitaillement, 7 litres 1. Donc voilà, les consommations vont osciller, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre 6 litres et 7 litres en fonction de votre tempérament au volant.
Voilà, vous savez tout sur les consommations et puis sur l'autonomie, hein, ça n'a pas trop changé d'après mes estimations, on est autour des 750-800 km. Voilà, je profite d'un petit bouchon sur les routes italiennes pour vous présenter ce volant qui n'a pas changé. Par contre, de série, maintenant vous avez ce volant sport avec le petit mets-plat, c'est plutôt pratique. Vous avez ici les 3 modes de conduite accessibles directement par cette touche-là, le démarrage et l'arrêt du véhicule, les petites palettes au volant ici en plastique et puis un effet carbone qui lui va bien avec ce logo en bronze très stylisé. Ensuite, vous avez des boutons physiques, ça c'est plutôt cool. Les boutons physiques, on adore, les boutons sensitifs, un peu moins. Les amis, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire. Alors regardez déjà le lieu, nous sommes en Toscane, en Italie, au mois de septembre et le temps est juste magnifique. On n'est pas très loin de la ville de Salines. C'est là où on retrouve la plus belle production de sel en Europe, la plus fine et la plus exceptionnelle. On commence par les clés, vous avez vu ces clés, elles n'ont pas changé avec le petit logo en bronze et surtout ce plastique qui garde les traces de doigts, plastique laqué noir avec un pourtour en simili aluminium ou chrome plutôt. Voilà, elles sont belles, ça brille et ça se raye. Alors on fait ensemble le tour du propriétaire de cette compacte énervée dans le style. Ils n'ont pas eu la main très légère sur les modifications, autant vous dire qu'il y a eu des grosses modifications esthétiques, du moins sur la partie avant. On a l'impression parfois sous ces airs de Sirocco. Clairement, il y a des petits airs, hein. Ils ont aplati la ligne, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, si je dois donner ma préférence, je préférais la phase 1 avec plus de caractère. Ici, on est sur des feux Matrix LED en option, je vais faire le tour des options juste après. On est sur une très belle configuration, donc des options et une finition qui se veut assez sportive dans l'esthétique. On va s'orienter plus sur la partie arrière, où c'est clairement, moi, ma partie préférée, j'adore, puisque le design change que très légèrement. Déjà, il y a ce logo éclairé qui de nuit donne un côté un peu plus spectaculaire avec ce bandeau lumineux qui se prolonge sur le haillon et puis ces feux qui ont été redessinés en 3D, regardez, avec un petit effet, et puis vous avez la petite signature, enfin le nom du modèle comme sur chaque modèle Cupra. Ici c'est Leon, forcément, on est sur une Cupra Leon. On a quelques modifications esthétiques comme ces jupes latérales, je sais pas si vous le voyez ici, une espèce de gris anthracite laqué. Ça c'est une option à peu près à 370 €. Si vous me le permettez, on va faire bien sûr le tour des options. On va voir ensemble si les 5000 € sont justifiés en option. Donc ce qui nous fait un modèle d'essai aujourd'hui clé en main à 45 000 €. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces 45 000 €? Prix de départ, vous avez compris, on est autour des 40 000 €. On va ensuite ajouter cette fameuse peinture, un espèce de gris. Alors ils appellent ça le gris Taigo. Il est un peu pailleté, métallisé. Certains pourront lui retrouver ressemblance avec un espèce de gris nardo, mais c'est pas vraiment un gris nardo. C'est une belle peinture, un nouveau coloris qui vient d'apparaître au catalogue Cupra. Le prix est de 1100 € pour ce gris Taigo. Ensuite, on a sur les options extérieures, parce qu'il y a aussi des options à l'intérieur, mais là on fait juste l'extérieur. On a ces fameuses jantes en 19 pouces, légèrement cuivrées, avec un design assez particulier, hein, propre à Cupra. On est sur donc des jantes à 1620 €, mais attention, pour 1620 €, vous n'avez pas que les jantes, vous avez aussi les suspensions pilotées DCC, où vous pouvez configurer donc du coup la dureté et le confort de ces suspensions en fonction des modes de conduite ou en fonction du mode personnalisé. Donc vous allez pouvoir la rendre un peu plus polyvalente, un peu comme sa cousine germaine, la Volkswagen Golf. On retrouve bien sûr les coques de rétroviseur ici en gris anthracite, des vitrages teintés, pas de chrome sur cette finition V et bien sûr un entourage de vitres en plastique laqué noir. Dites-moi ce que vous pensez de ce design, de cette nouvelle Cupra Leon restylée. Mais regardez ici, non, ce ne sont pas des vraies sorties d'échappement, ce sont des fausses avec un extracteur d'air ici qui je pense est purement là pour la partie esthétique. Et je pense que vous allez voir ici la sortie d'échappement. Vous avez ici un réservoir d'une contenance de
50 litres d'essence. La contenance du coffre, regardez, ici j'ouvre le coffre, hein, il n'y a pas de bouton pour ouvrir ici, il est caché sous le feu arrière droit, hop, et il est manuel, ouverture manuelle. On est sur un coffre standard, hein, d'une compacte, c'est-à-dire 380 litres. Ici vous avez un rangement supplémentaire avec la petite roue de secours qui va bien avec. Vous avez aussi les petits parapluies qui ne sont pas fournis avec. Pour vous dire aussi que si vous hésitez avec une motorisation PHEV, hein, elle existe aussi sur la Cupra Leon, vous allez perdre en contenance, puisque là, cette fois-ci, vous allez avoir un coffre Rikiki de 270 litres, donc 90 litres de moins que sur la version thermique. Voilà, j'en ai terminé. Pour la partie coffre, on ferme manuellement le coffre. Ce que je vous propose, c'est de faire rapidement ensemble le tour intérieur. Est-ce qu'il y a eu vraiment une évolution? Mais avant tout, on va passer à l'arrière, voir un petit peu si elle a la même habitabilité qu'une Golf. Allez, c'est parti. Bon les amis, je voulais vous montrer quelque chose. Je pense que vous le connaissez tous. Il y a une petite animation de nuit, petite cinématique lumineuse à l'arrière comme à l'avant, mais je voulais vous montrer quelque chose. Si vous restez sur un appui long là, lorsque vous voulez verrouiller le véhicule, le saviez-vous, peut-être que votre voiture le fait, pas toutes. Vous pouvez fermer les vitres. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années. Je sais pas ce que vous pensez hein, de ce gris Taiga à 1100 €. Alors certes, la peinture est chère, mais je trouve que dans la catégorie, c'est assez unique. Hein. Puis surtout avec ce mélange de bronze sur les jantes, c'est vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je rentre à l'intérieur, mais avant de rentrer à l'intérieur, on va faire le claquage de porte. Attention. Écoutez, claquage de porte validé, hein, claquage de porte avec un bruit sourd et ferme qui aspire la qualité. Regardez l'épaisseur du joint d'ailleurs. L'occasion pour vous faire voir un petit peu l'intérieur. Quelles sont les évolutions sur cette phase 2, ce restyling, ce facelift, appelez-le comme vous voulez. On va pas se mentir, l'intérieur a très peu évolué. On est quand même sur un bel intérieur qui présente plutôt bien pour la catégorie. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur du premium, mais qu'on pourrait presque concurrencer sur certains petits détails. Peut-être une Audi A3, pourquoi pas. En tout cas, une Golf, ça c'est sûr et certain. Vous avez quand même des beaux assemblages et une perception en qualité et en assemblage qui est plutôt correcte. On commence ici par les contreportes. Ici, vous avez des accoudoirs moussés avec une surpiqûre en bronze, signature même de la marque Cupra. Une option à 590 €, le pack audio Sennheiser, donc qui fait à peu près 400 watts en puissance et à peu près 12 haut-parleurs dispersés dans l'habitacle. Vous avez peut-être vu tout à l'heure la roue secours, elle est facturée hein, à 150 €. C'est une roue secours galette, type galette, en 18 pouces, 150 €. Vous avez le pack intelligent Drive Light à 875 € qui comprend le pré-crash, système de prévision de collision, le système de navigation intégré à l'écran et le pack Drive Assist XL, j'imagine avec tout ce qui est aide à la conduite, line assist, alerte de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif, etc., etc. Alors vous pouvez voir que cette Cupra Leon est dépourvue de toit ouvrant. Je ne sais pas s'il existe en option, mais s'il existe, ça pourrait être pas mal, donner un peu plus de luminosité à cet intérieur assez austère. Autre option qui coûte cher, rajoutée à la facture, 1110 € pour ces jolis sièges baquets en suédois noir, asphalte et petite surpiqûre. Je pense que c'est pas du cuir mais du TEP, donc des matériaux entre guillemets recyclés. Hein. Il faut se dire que c'est aussi ça la différence par rapport aux phases 1, c'est que vous avez un emploi des matériaux recyclés un peu qui a augmenté dans ces nouveaux intérieurs. Et réglage des sièges quand même, s'il vous plaît, hein. On est quand même sur une option, mais une option qui permet justement de régler sur 3 positions ces sièges de manière électrique uniquement pour le conducteur. Pour le passager, il sera puni, ça sera des réglages manuels. Hop, on rentre à l'intérieur et là vous allez me dire Flo, pas de changement. Et effectivement, allez, on va fermer la porte. Pas de changement à l'intérieur. Peut-être ces matières-là, et encore, je crois que ça a été présent sur les anciens modèles. Voilà, vous avez des inserts un peu en 3D sur le tableau de bord. Ici, on a aussi des matériaux moussés avec une fausse surpiqûre. Un bandeau lumineux ici, comme sur les anciennes Seat Leon, de même génération quelque part. Donc l'intérieur un peu décevant, lorsque vous voyez la face avant qui a clairement changé. On pourrait presque croire que c'est un nouveau Cupra Leon. Eh bien non. Regardez ici, pareil, je crois qu'il y a très peu d'évolution, vraiment minime. Il faudrait regarder à la loupe les modifications. Ici, vous avez le sélecteur de conduite orné ici par cette pièce en bronze. Alors c'est du plastique, hein, clairement, mais avec une peinture bronze métallisée, ce qui donne un effet assez quali. Pareil sur le volant, je vous en ai parlé tout à l'heure en conduite, le volant de qualité avec ces petits cerclages en bronze, ces petites notes de bronze un peu partout. Et puis voilà, cette jolie surpiqûre, un volant qu'on a bien en main, une jante assez épaisse, mais pas trop comme chez BMW. Cette grosse dalle posée comme ça
comme une verrue. Je suis clairement pas fan, mais écoutez, apparemment c'est tendance, c'est dans l'air du temps, donc bon écoutez, je comprends que les constructeurs jouent le jeu des écrans un peu partout. Pour moi un écran suffit largement. On a un écran derrière le volant avec une instrumentation de bord digitalisée, vous avez les consommations, vous avez aussi l'affichage plein écran du compte tour qui va jusqu'à 7000 tours minute, et croyez-moi, on est plutôt sur une utilisation en dynamique entre 4000 et 6000, et on entend le moteur hurler avec un espèce de sound fake exhaust à l'intérieur qui est généré par les enceintes, qui sort des enceintes. Bon, c'est pas super valorisant, mais on n'est pas du tout sur une version sportive. Et puis regardez ce petit pédalier en aluminium avec le repose-pied en aluminium, le frein et l'accélérateur en aluminium. Bien entendu, on est sur une boîte automatique des G7 à 7 rapports, bien entendu, qui fait clairement le taf. Vous avez quand même les petites commandes tactiles ici des feux. Alors c'est parfois un peu agaçant quand ça réagit pas. Là, ça a l'air de bien réagir, tant mieux. Vous avez une navigation avec les menus drive. Vous avez que 3 menus de conduite: confort, performance, individuel. Vous avez la gestion de la clim ici, un écran tactile qui réagit plutôt bien, ou pas. Là, il réagit pas. Ah non, là je suis sur la clim, donc ça réagit plutôt bien. Regardez, hop, c'est très fluide. Ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai toutes les notifications. Là, j'ai les tuiles qui permettent de naviguer un peu partout. J'ai les sièges chauffants aussi. J'avais oublié de vous dire ça. C'est très fluide. On peut vraiment se balader entre tuiles. Je sais pas comment on appelle ça en termes d'ergonomie. UX, UI designer, n'hésitez pas à réagir. Pour moi, c'est des tuiles ou des slides. Je sais pas. En tout cas, voilà, vous avez tout sous la main, sous les yeux. C'est pratique, c'est réactif. Et on a quand même des commandes qui commencent un peu à disparaître, puisque les commandes de clim ont toujours été rassemblées ici sur l'écran. Question de coût, j'imagine. Boîte à gants assez profonde, et puis regardez ces sièges, je vous en ai pas parlé, mais je vous ai pas parlé du confort, mais ils sont quand même bien confortables. On sent la mousse, elle est bien moelleuse. L'assise aussi, bien aussi rembourrée sur les parties latérales. Donc franchement, on est bien maintenu et on perd des milliers de kilomètres à bord sans avoir mal au dos. Le petit accoudoir ici réglable en hauteur et en profondeur, avec un accoudoir et un rangement en dessous avec une prise 12 volts. On n'a pas de prise USB-C ici. On a le petit range bouteille, et on a bien sûr 2 prises USB-C, vous le voyez ici, avec un chargeur à induction. Voilà, vous avez la commande, le sélecteur de boîte avec la position sport quand vous tirez vers vous. Vous avez le frein de parking, le déverrouillage automatique des portes, et voilà tout, les petits warnings. Voilà, c'est pas beau. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cet intérieur. J'oubliais l'éclairage d'ambiance. Là, ça y est, commence à avoir une petite pénombre, et on voit là l'éclairage d'ambiance. Il se règle facilement. Si vous voulez poser la question, pour moi, il est de série, en tout cas sur la finition que j'essaie, c'est la finition V. Voilà, donc si vous voulez tout savoir, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander, est-ce que c'est compris de série ou quoi? Donc là, en tout cas, en couleur, vous allez avoir à peu près, je pense, une vingtaine ou une trentaine de couleurs. Je vais pas compter avec vous, mais en tout cas, voilà, vous pouvez passer du jaune au orange, au rose, au bleu, au vert fluo et vert pastel. Voilà, vous avez toutes les couleurs pour tous les goûts, gérable sur 2 endroits différents, donc sur les contreports et aussi sur le linéaire, sur le tableau de bord. Je sais pas si quand j'ouvre la porte, il y a une alerte visuelle. Ouais, vous avez une alerte visuelle ici et sonore. Volant chauffant ici, j'avais oublié de vous dire. Puis les différentes aides à la conduite, le régulateur de vitesse, réglage de distance. Bref, vous avez tout pour être heureux à bord de cette Cupra. Allez, je vous embarque avec moi à l'arrière de cette Cupra Leon. Alors, accessibilité, franchement easy. Et alors la place qu'il y a à l'intérieur, c'est absolument incroyable. Regardez la place que j'ai au genou, regardez la place que j'ai au-dessus de la tête. Franchement là, je suis assez bluffé. Claquage de portière de qualité, on est quand même dans une Cupra, s'il vous plaît. Bon, petit éclairage lumineux qui nous accueille. Je vous rassure, la place du milieu peut être remplacée par cet énorme accoudoir, franchement aussi bien qu'une Golf, ça c'est important de le souligner. Regardez-moi l'espace que j'ai devant les genoux, ça c'est assez incroyable. Alors c'est peut-être augmenté parce que j'ai mis le grand angle, mais autant vous dire, franchement, j'ai au moins 10 à 15 cm devant mes genoux. Là, j'ai une petite aumônière pour quelques rangements, un petit trou, des petits massages au conducteur, bien entendu. Regardez-moi cet éclairage d'ambiance, je sais pas si vous le voyez. Hop, bon, là ça a disparu comme par hasard. Bon, c'est vrai que là ces sièges baquets, ils sont bien en option, ils sont bien pour le conducteur et son passager. C'est vrai que par contre, quand tu es à l'arrière, il faudra un petit peu se contorsionner pour voir un petit peu ce qui se passe sur la route. Au-delà de ça, on est bien assis confortablement. Regardez, hop, je sais pas si vous le voyez, là je me mets bien. Franchement, les sièges déjà sont légèrement inclinés. Je peux clairement passer tout le voyage, traverser toute la France, aller
en Espagne, au Portugal, même en Italie. Franchement, tout confort à l'arrière. Alors, je vous l'accorde, il y a quand même quelques petits plastiques durs un peu partout, mais quand même, faut pas oublier qu'on est sur une compacte entre guillemets généraliste premium, un peu entre les deux. Et vraiment, si vous devez la comparer à une Golf, elle n'a pas à rougir face à la Golf. Regardez, vous avez même des intérieurs de porte en Alcantara, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, les poignées sont en espèce de plastique métallisé anthracite, c'est correct. Vous avez aussi deux prises USB-C, un énorme tunnel de transmission qui va venir un petit peu entacher le confort pour la place du milieu. On est habitué, on est sur une compacte. Vous avez aussi le réglage digitalisé de la climatisation ou du chauffage et le réglage des buses ici qui se fait, voilà, classiquement dans n'importe quelle voiture. Bon les amis, petite précision, si vous êtes un peu plus énervé au volant, en tout cas si vous voulez une motorisation plus puissante, vous avez la version Cupra Leon VZ avec 300 chevaux sous le capot. Malheureusement, c'est pas une 4 roues motrices, donc vous aurez toute la puissance et le couple disponible uniquement sur les roues avant. Mais il faut avouer qu'elle a de la gueule, hein, cette Leon, regardez, avec cette configuration, cette couleur et surtout ces jantes. Regardez les jantes. Là, on est sur un autre level. Regardez. Frein à 4 pistons avec des jantes en bronze comme ça, ah c'est plutôt pas mal. Et puis regardez, petits indices quand même, hein. Les coques de rétroviseur en carbone, c'est une option. Et puis vous avez aussi l'intérieur assez spectaculaire avec ces sièges baquets. Pas si ils sont en carbone, je vais me permettre d'ouvrir la voiture. Ah ouais, non là on est sur un autre level. Là quand même, c'est une option, hein. C'est pas de série, mais franchement, une option presque indispensable sur ce genre de voiture sportive. Bon, sinon, dans la gamme, vous avez aussi le Cupra Formentor. J'ai pas fait un essai détaillé sur celui-ci parce qu'on l'a déjà fait sur la chaîne, mais si vous vous posez la question, j'hésite entre la Cupra Leon ou le Cupra Formentor. Pourquoi pas, il y a 4000 € de différence avec un look cette fois-ci là de SUV coupé, certes, ok. Vous allez avoir quoi de plus? Vous allez avoir du coup un gabarit qui va s'allonger un peu plus, hein, 5 cm de plus par rapport à la Leon, c'est pas énorme. À l'arrière, vous allez franchement, honnêtement, pas avoir plus de place, clairement. Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas ici, par exemple, de banquette coulissante. Vous allez aussi avoir le même tunnel de transmission. On est carrément sur la même plateforme, hein, clairement. En revanche, vous allez avoir un peu plus de coffre. On passe de 380 à 420 ou 450 litres de volume de chargement, donc on aura quand même plus de coffre. Donc pour les petites familles avec la poussette, là ça passera largement sans problème. Donc c'est vrai que c'est un véhicule où si vous mettez 4000 € de plus, ça sera pour avoir un peu plus de volume de coffre et puis une conduite aussi en hauteur, hein. On va pas se mentir, là, on a à peu près une dizaine de centimètres en hauteur avec une garde au sol un peu plus haute. Et pareil, vous posez peut-être la question, puisque ce moteur, hein, c'est le même, hein, 1,5 litre TSI 150 chevaux. On va voir au niveau des consommations, puisqu'on a fait le même trajet hier avec la Leon, et ici aujourd'hui avec le Cupra Formentor, je vais démarrer, et on est autour des 6,5 litres au 100. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, je vais changer l'affichage, vous allez voir tout de suite. Tic, 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 tic. Hop, faut que je m'habitue, voilà, j'en profite pour vous faire voir un petit peu l'infodivertissement. Voilà, 6,5 litres au 100, et puis je vais aller quand même sur le grand écran pour en profiter. Il est assez énorme, donc on va pouvoir voir plus clair quelque part sur les consos. 6,5 aujourd'hui sur le même trajet, donc rajouter à peu près un demi-litre de plus en consommation. Et sur les longues durées, qu'est-ce qu'on a depuis le ravitaillement? On est à 6,9, donc voilà, très peu de différence en tout cas sur les consommations. Bon, forcément la Leon consommera un peu moins, forcément plus basse, avec un coefficient de pénétration dans l'air qui lui est favorable. Voilà tout, vous savez tout, donc n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, hein, si vous hésitez peut-être entre la Cupra Leon ou le Cupra Formentor, n'hésitez pas, mais ça vaudra 4000 € de plus si vous choisissez le Formentor. Voilà les amis, l'essai se termine à bord, au volant surtout, de cette Cupra Leon. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce vers le haut, vers le ciel, bien sûr. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlogcars Passion si ça t'a plu. Et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains essais. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao!